Merci Hélène, bonjour à tous. Donc effectivement, alors à la DGALN, nous avons la conviction que le sol, c'est un bien stratégique à partager donc, entre différents usages, donc activités économiques, agricoles, habitat et différents objectifs. Mais tout cela est parfaitement conciliable selon nous, mais peut-être pas tout à fait, en tout cas totalement naturel. Et pour cela, donc, le ZAN, en fait, c'est pas un totem, hein, le ZAN à 2050, c'est vu comme un levier pour justement préserver les sols. On peut plus se permettre de grignoter le support de notre vivant. Et pour cela, le gouvernement a effectivement identifié cette politique publique, cette réforme comme étant prioritaire. Alors, malgré une baisse tendancielle, on consomme en France encore 20 000 hectares chaque année. Et ça a des conséquences en fait importantes en termes de biodiversité, donc affaiblissement de la biodiversité, atteinte au potentiel agricole, au stockage de carbone également, et puis des effets en termes d'impact environnementaux du type ruissellement et inondation. Donc l'objectif, c'est de promouvoir de nouveaux modèles d'aménagement et des modèles d'aménagement durables. Alors, CER, comme vous voyez sur la diapo, c'est climat et résilience, donc c'est la loi du 21 août 2021, ou 22 août 2021 plutôt. Climat et résilience donc, a apporté quelque chose qui était très attendu, donc qui est une définition générale de l'artificialisation des sols. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la lire, je ne la connais pas par cœur, donc je reprends mon petit texte. L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc c'est cette définition générale qui a été apportée donc en référence aux fonctionnalités des sols, à l'atteinte aux fonctionnalités des sols, et qui a été un grand apport de cette loi. Alors ce qu'a apporté la loi également, c'est un second volet au niveau de la définition, et là qui est plus applicable au niveau des documents de planification et d'urbanisme, donc plus opérationnel. Et ce volet-là donc, a établi ce qui était entendu comme le solde des flux nouvellement artificialisés et des flux nouvellement désartificialisés. Donc, ce solde est le bilan surfacique, donc une sorte de métrique, de comptabilité qui va être utilisée donc, pour l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme. Alors la loi a été aussi très loin en termes de définition de ce qu'elle entendait comme sol artificialisé et sol non artificialisé. Donc vous avez ça sur les diapositives également avec des petits dessins pour représenter l'artificialisé et le non artificialisé. Donc les surfaces artificialisées sont les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, et non artificialisées, surfaces naturelles, nues couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de culture. Donc là, je reprends les termes de la loi, peut-être que je ne vous apprends pas grand-chose et que vous connaissez bien le sujet. Le constat qui a été fait par le législateur au moment de l'élaboration de la loi, c'est que pour mesurer cette artificialisation des sols, on n'avait pas les outils ad hoc à date en 2021. On ne les a toujours pas encore au jour d'aujourd'hui. Et donc, il allait falloir utiliser pour la première tranche de 2021 à 2031 les données qui existaient et qui avaient fait leurs preuves. Donc des données qui, en général, mesurent la consommation d'espace. Donc nous, ce qu'on a au niveau national, ce sont les fichiers fonciers, mais il y a aussi des données locales qui ont été produites, avec un objectif qui est de réduire de 50% cette consommation d'espace, donc sur la période 2021-2031 par rapport à la période aux 10 ans qui ont précédé la promulgation de la loi.
Alors, sur la mesure de l'artificialisation des sols, on n'a pas aujourd'hui les données, mais on commence à en avoir. Et donc, des simulations tout au long de l'élaboration de la loi et des décrets qui ont suivi, un certain nombre de simulations ont été faites donc, pour vérifier l'opérationnalité de la définition. Est-ce que ce qu'on écrit dans les textes de façon juridique, eh ben, concrètement, on va pouvoir le mettre en œuvre ensuite. Donc, c'est un principe assez... qui paraît comme ça assez naturel, peut-être qu'il n'est pas tout le temps mis en œuvre, mais en tout cas là qu'il l'a été. Vous avez quelques images donc, de portraits de territoire 2015, 2018 et les flux d'artificialisation donc, qui en découlent. Donc là on voit qu'il y a quelques lotissements qui apparaissent. On est sur la région d'Arcachon, là où l'IGN a produit un prototype d'OCSGE, donc occupation du sol à grande échelle, comme le rappelait Hélène. Alors cet outil, son grand intérêt, son grand avantage, c'est que c'est un outil agile, il n'est pas contraint dans sa nomenclature. Vous n'avez ni consommation ni artificialisation d'inscrite dans sa nomenclature. Donc il peut s'adapter aux évolutions de définition de cette artificialisation et on n'est effectivement pas à l'abri d'évolution de cette définition. Donc on a vraiment fait le choix du bon outil pour ça. C'est un outil qui permet non seulement de mesurer l'artificialisation, mais qui permet aussi de mesurer ses flux, et c'est ça dont on a besoin pour le ZAN, enfin, tout au long du suivi de la trajectoire jusqu'en 2050, mais effectivement dont on aura aussi besoin au-delà de 2050. Donc c'est ce qui est représenté aussi sur le petit schéma avec cet équilibre entre deux flux, donc les flux d'artificialisation et les flux de désartificialisation. Alors, cet outil n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Il existe sur certains territoires. Là, vous avez la carte de programmation qui apparaît sur l'écran, là, à droite. Donc, il couvrira la France fin 2024. Toute la France sera couverte. Donc, on a déjà un département pilote qui a été produit. C'est le département du Gers. Là, on le voit en vert un peu foncé. Alors, on a 2/3 du territoire actuellement, enfin un tiers du territoire qui n'a pas de données en occupation du sol, un tiers du territoire qui a déjà des données d'occupation du sol ancienne génération, on va dire, produites non pas par IA, comme va nous en parler Boris, mais par photo-interprétation. Et puis, on a un tiers du territoire qui a des données produites différemment, qui existent aussi, produites localement, donc, et qui existent aussi. Donc, aux 2/3 du territoire qui ont déjà des données au CSGE ou qui en attendent, on peut leur dire que, enfin, on leur dit que les données arrivent, fin 2024, tout sera là, et puis de nombreux départements sont déjà programmés. Sur les autres territoires où il y a des MOS qui sont déjà existants, donc il y a des tests d'articulation, on voit qu'il y a un certain nombre de départements donc, qui ont été lancés en production. Sur ces départements, on fait des tests d'articulation entre l'outil national et les MOS existants. Et ces travaux d'articulation, ils sont partagés au sein d'un comité qui a été mis en place dans le cadre du CNIJ, donc le comité occupation du sol. Je n'ai plus son petit nom en tête, mais enfin, ça doit ressembler un petit peu à ça. Donc, pour suivre une politique publique nationale de lutte contre l'artificialisation des sols, de sobriété foncière, il faut un outil national homogène et fiable. Et le choix a été fait que ce serait l'occupation du sol à grande échelle produite par l'IGN. Ces données donc, vont couvrir tout le territoire en 2024, elles seront en open data et elles permettront, c'est un simple socle de données donc, qui permet de suivre ce phénomène au niveau national et d'autres phénomènes. Et ces données, l'intérêt, c'est que localement, elles peuvent être enrichies. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Localement, on peut aller plus loin. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir passer la parole à mon collègue et que j'ai consommé tout mon temps. Bonjour à tous, Boris Vatrelot d'IGN. Donc je vais vous parler de la donnée et de la production de la donnée. Hein. Le projet, les objectifs du projet, c'était outiller les services de l'État et les collectivités dans le cadre de la loi climat et résilience. Hein. C'était aussi automatiser à l'aide d'intelligence artificielle les processus de production initiale et de mise à jour de la donnée, puisqu'on doit la mettre à jour régulièrement. Et aussi piloter la production d'un socle France entière sur 2 millésimes d'ici 2024, d'ici fin 2024. Donc c'est un projet qui est ambitieux, au même titre que la loi climat et résilience.
sachant qu'on a produit à l'IGN les socles ancienne génération, on avait produit une trentaine de départements en 10 ans, alors que là, on va produire les 100 départements en moins de 3 ans. Je ne reviens pas sur les enjeux, Pascal en a parlé. Alors, je vais venir sur le calendrier du projet. Le projet a commencé en 2018 avec le plan de biodiversité, en 2019, le début du projet, suite au plan de biodiversité de 2019. Il y a eu des premières expérimentations entre 2019 et 2021. C'est l'expérimentation, on parlait sur Arcachon. 2021, la loi climat et résilience. On a commencé une production pilote sur le Gers entre 2021 et 2022. Et depuis 2022, là, on a commencé le début de la production. En début 2023, on aura une dizaine de départements qui vont être en production. Début 2024, on en aura 50 départements. Et fin 2024, on aura la fin de la production pour les 100 départements, comme Pascal l'a indiqué. Le OCGE, c'est quoi? C'est une base de données géographique socle et de référence. C'est une description fine du territoire tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'on définit un bâtiment, on va aller voir tous les bâtiments qui font plus de 50 mètres carrés, on va aller voir des routes qui sont plus de 5 mètres de large. Il y a un niveau de zoom qui permet de gérer une description très fine du territoire. C'est une base de données en 2 dimensions. Il y a la couverture, c'est qu'est-ce qu'on voit sur le territoire, c'est de l'herbacée, c'est de la route, c'est du zone imperméable, perméable. Et l'usage, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est l'aérien, c'est du routier, c'est du résidentiel, etc., etc. Donc on a 14 couvertures différentes et 20 usages qui permet pour chaque polygone, par exemple, on va aller détecter un bâtiment à usage commercial, de l'herbacée à usage agricole, de l'herbacée à usage résidentiel, et qui permet de gérer derrière l'artificialisation et la définition de l'artificialisation. C'est sur l'ensemble du territoire d'ici 2024, Drôme compris, hein, Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte et le fer à cheval de la Guyane. Et c'est dans le cadre de l'ambitieux projet au service des territoires, c'est-à-dire que c'est pour automatiser la production à l'aide d'intelligence artificielle, j'en ai parlé tout à l'heure, on reverra le processus, c'est financé à hauteur de 20 millions d'euros par le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture, hein, en coopération avec le CEREMA et l'INRAE. Et bien sûr, c'est dans le cadre de la loi dispositif climat et résilience d'ici 2024, qui va permettre au territoire de visualiser l'artificialisation, parce que c'était quand même ça l'objectif du projet, hein, mais ça peut être le mitage, ça peut être la végétation, ça peut être l'étalement urbain. Ça va permettre aussi de suivre les flux entre les millésimes et faire des portraits de territoire. Qu'est-ce qui est passé de végétalisé à non végétalisé? Et inversement, qu'est-ce que j'ai sur mon territoire? Est-ce que j'ai plus de zones forestières? Est-ce que j'ai plus de zones d'urbain, etc., etc. Et ça va aussi permettre de croiser avec d'autres types de bases de données pour faire des bases de données type démographiques, par exemple, pour essayer de gérer ça, ou des bases de données type sociologique. Alors, grâce à une production automatique, on vient dans le cœur du projet par intelligence artificielle. On utilise du deep learning pour classer la couverture. Aujourd'hui, on a eu sur le GERS 83 de bonnes classifications avec de l'intelligence artificielle. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui a été créé par l'IGN. En fait, ça détecte pour un pixel de 20 cm sur 20 cm au sol, va détecter sa probabilité d'appartenance à une vingtaine de classes. Il va nous dire, moi je suis sûr à 100% que c'est du bâti, ou je suis sûr à 80% que c'est du bâti, etc., etc. On a une vingtaine de classes dessus. On complète cette base de données, donc cette classification par deep learning, on la complète par des bases de données exogènes, type RPG, hein, type BD forêt, BD foncière, la BD topo, et on a une production industrielle et automatique. C'est important pour diminuer les coûts, pour pouvoir produire dans les temps. Et on applique bien sûr des normes de seuil de l'occupation du sol à grande échelle. Pardon. Finalement, cette production elle est finalisée par photo-interprétation. On a 95% de la surface qui est non retouchée. Alors c'est important, pourquoi on nous dit tout le temps, mais vous utilisez de l'intelligence artificielle, vous complétez par des bases de données, mais vous finalisez par la photo-interprétation. Oui, parce qu'on a des seuils de qualité à atteindre et qu'aujourd'hui, le deep learning, c'est pas de la magie. Ça permet de donner, en plus de la donnée qui permet... quand on les complète avec d'autres bases de données, d'arriver à une certaine qualité. Mais cette qualité-là n'est pas suffisante pour pouvoir calculer l'artificialisation des sols. Donc, on finalise par de la photo-interprétation.
On a aussi, dans la production de la donnée, une participation active des futurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'on ne produit pas en mode tunnel. Hein. On a une production d'abord qui est un OCLGE automatique par IA, on vient de le voir. Donc, ensuite, on a une première analyse par les utilisateurs qui vont dire ben, votre donnée elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Hein. Voilà, les bords de forêt sont pourris ou ils sont très très bien. On produit après le premier millésime par photo-interprétation. Une fois qu'on a produit ce premier millésime, on le propose, on fait des propositions, les utilisateurs nous font des propositions de correction via l'espace collaboratif de l'IGN. Une fois qu'ils nous ont fait la proposition de correction, on fait la correction qu'ils nous ont demandé, hein, avec des données statistiques en plus qui permet de corriger la donnée au mieux. Une fois qu'on a un premier millésime qui est stabilisé, imaginons qu'on a le millésime 2018 qui soit stabilisé, on produit un deuxième millésime. Ce deuxième millésime, il est également proposé à la correction aux utilisateurs qui vont nous faire des propositions de correction. On revient sur le même cycle. Il y a une correction du deuxième millésime et après, il y a une livraison des deux millésimes et un accompagnement des utilisateurs puisque dans un projet, la donnée n'est rien si les utilisateurs ne l'utilisent pas et s'ils ne sont pas accompagnés pour l'utiliser. On va voir un peu les images. Donc là, on voit une prise de vue de Lyon en 2020. Hein. On est en train de produire le deep learning dessus avec une vue globale et une vue zoomée. Là, on passe sur la classification deep learning. Hein, si je reviens un peu sur les deux. Voilà. Et là, on voit tous les bâtiments. Donc, tout ce qui est feuillu, c'est en vert. Il y a les bâtiments en orange. En rouge, c'est les routes, etc., etc. On a 20 classes. Hein, vous les voyez, bâtiments, zones perméables, zones imperméables, les sols nus, etc. Et après, on passe sur le processus de généralisation où on va associer d'autres bases de données pour construire l'occupation du sol à grande échelle, ce que donne le sol à grande échelle. Donc ça, c'est le produit OCLGE qui est à droite. Ce qui est important, c'est-à-dire que dans la donnée qui est produite, c'est une donnée qui est produite France entière, donc c'est ce produit-là qui est donné, l'occupation du sol à grande échelle. Et il y a aussi d'autres données, la donnée intermédiaire qui est la donnée d'intelligence artificielle, donc en donnée qui sera produite et disponible en Open Data. Il y aura l'ensemble de la donnée OCLGE disponible, mais aussi toutes les données de classification que nous on appelle les cartes de prédiction au format raster et au format vecteur qui seront distribuées et qui pourront permettre aux collectivités d'aller plus loin si elles le veulent que l'OCLGE. Merci de votre attention. Donc bonjour, je suis Philippe Loriot, donc je suis chargé de mission suivi de la consommation d'espace, je meuble, hein, en attendant que ça arrive, à la DDTM de la Gironde, là où a eu lieu l'expérimentation, le prototypage de l'OCSGE sur le territoire du bassin d'Arcachon, ce qui explique un peu ma présence aujourd'hui parmi vous. Voilà, ça arrive. Super. Donc voilà. Alors, en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que depuis 40 ans, hein, presque, je passe très vite parce que ça vous connaissez, mais il y avait plein de lois, la loi littorale, les SRU, NE, Allure, etc., qui parlent tous de gestion économe de l'espace, de limitation de l'urbanisation, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais sans dire ce qu'il y a derrière ces mots. Donc, du coup, quand on regarde les acteurs sur le territoire, ben, tout le monde parle de la même chose, mais ni avec les mêmes chiffres. Là, on voit les collectivités, les acteurs locaux. Je ne vais pas détailler, hein, mais on a l'agriculteur qui vend son terrain, on a le lotisseur, etc. Enfin, chacun joue son rôle. Et chacun, du coup, se demande quels chiffres on va mettre derrière. Et puis, les services de l'État, de leur côté, ben, arrivent soit pour la note d'enjeu ou l'analyse qu'ils font des documents d'urbanisme ou de planif, ben, ils n'ont pas les mêmes chiffres. Et d'un service à un autre, ils n'ont pas les mêmes sources de données, les mêmes modes de calcul, voire même à l'intérieur d'une DDT, d'un service à l'autre, c'est complètement différent. Résultat, ben, tout ça fait que, allez, ça finit en conflit. Et surtout, ça finit parfois au tribunal administratif, hein, donc c'est quand même un peu embêtant. C'est pas pour rien que le prototype a été fait sur le code du bassin d'Arcachon, c'est parce que ce SCOT a été cassé, attaqué au tribunal administratif, et cassé en particulier pour deux raisons, dont le fait que son bilan de consommation d'espace avait été jugé trop permissif pour le futur. Donc c'est quand même des choses assez lourdes. Hein. Et puis il me semble que du côté de Toulouse, il y a eu la même chose sur le PLUI de la métropole. Donc voilà, c'est très drôle de marquer, il y a des conflits entre les services de l'État et les collectivités, mais déjà c'est pas simple en termes de relations, et puis bah, ça a des conséquences lourdes sur le territoire.
Tac. Donc, ce qui fait que pour chaque nouveau gros projet, à nouveau le SCOT du bassin d'Arcachon, vous voyez tous les acteurs qu'on remet autour de la table, et puis on ne les met pas qu'une seule fois autour de la table. Donc, il y a une énergie folle qui est dépensée. Rien que pour dire c'est quoi l'artificialisation et la consommation d'espace dans le cadre de notre projet. On va essayer de rester simple juste pour le SCOT. Bon, il y a encore des petits conflits, mais tout va déjà mieux. Hein. C'est moins gros conflit qu'avant. Et puis, voilà, la loi climat et résilience, Pascal l'a déjà cité, qui enfin a apporté des définitions à ce qu'était l'artificialisation et à un petit peu la consommation. Parce qu'on voit que la définition de la consommation d'espace est beaucoup moins précise que celle de l'artificialisation, parce que, étendu comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés, sans dire ce que c'est qu'un espace urbanisé, c'est un petit peu dommage. Et puis l'extension effective, est-ce que quand on remplit une dent creuse, c'est de l'extension effective ou pas? Voilà, chacun a aussi sa vision de la chose. Alors bon, ces définitions en particulier pour l'artificialisation, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est déclinable dans l'OCSGE, Pascal ou Boris le disait, non c'est Pascal. En fait, l'OCSGE est un outil générique qui peut nous servir à nous adapter à la définition de l'artificialisation quelle qu'elle soit, et puis avec une description très détaillée du territoire. On descend à 200 mètres carrés en zone urbaine, j'ai utilisé l'acronyme que tout le monde comprend, même si on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc c'est quand même très très fin, et avec une double vision du territoire que vous a montré Boris également. Voilà, tout ça on vous l'a déjà dit. Donc, double vision de l'OCSGE, ça, Boris ne l'avait pas montré, donc je le montre. Voilà, donc on a la couverture à droite et l'usage à gauche, et bien sûr, chaque objet géographique porte les deux informations, comme le disait Boris. Voilà. Et du coup, l'idée de Sparte vient de là, c'est de dire, voilà, maintenant on a enfin une définition et enfin une donnée. Donc, il faudrait pouvoir fournir à tout le monde un portrait de l'artificialisation des territoires, et puis aussi en même temps, faciliter la prise en main de l'OCSGE par les acteurs locaux, parce que c'est une donnée qui est quand même un petit peu nouvelle, pour ceux qui connaissent les OCS anciennes à la mode Corinne Cover, où on a une nomenclature avec une seule dimension qui mélange occupation, enfin couverture et usage. Là, c'est une autre approche de l'OCSGE, donc il faut accompagner les utilisateurs. Et puis voilà, pour mettre tout le monde d'accord entre collectivités et acteurs locaux, et puis bien sûr, service de l'État. Alors Sparte, c'est évidemment une idée géniale que j'ai eue, comme je dis tout le temps, mais il n'y a pas que moi qui travaille là-dessus, et on est un service aval de l'Observatoire national de l'artificialisation, donc on s'appuie complètement à la fois sur les données de l'Observatoire national et sur les définitions, en particulier celle de la loi climat et résilience, pour avoir, je dirais, France entière et sur tous les territoires, et en particulier les petits territoires sans ingénierie, leur permettre d'avoir un portrait de l'artificialisation et de la consommation d'espace homogène France entière. Voilà, donc ça c'est en deux parties, le haut et le bas de la page d'accueil de Sparte aujourd'hui. C'est ouvert à tout le monde, vraiment tout le monde. Vous pouvez le faire depuis chez vous, même sans vous connecter, sans créer de compte ni quoi que ce soit. L'intérêt, c'est que ça soit vraiment partagé entre tous les acteurs de l'aménagement du territoire. Alors évidemment, là, je me suis connecté parce que le fait de se connecter permet de récupérer tous les diagnostics qu'on a fait avant. Parce qu'on peut configurer le diagnostic standard qui est fourni par Sparte, choisir le pas de temps, choisir les territoires de comparaison, etc., etc. Et donc ça permet de revenir et de ne pas recommencer ce travail, mais directement de retrouver le boulot qu'on a fait déjà avant. Alors, il y a un peu de pédagogie. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pédagogies qui renvoient vers le portail national de l'artificialisation. Voilà, vous voyez là, j'en ai plusieurs. Donc évidemment, je vais aller sur un endroit sur le Gers, parce que comme on vous l'a montré sur les cartes aujourd'hui, pour l'artificialisation, nous ne sommes disponibles que sur le Gers. Pour la consommation d'espace, on est disponible France entière, mais pas sur les dom-toms encore, pour répondre à la question de ce matin. Ça va venir, je l'espère. Mais puis ça viendra avec l'OCSGE de toute manière. Donc voilà, donc sur le Gers, c'est encore une ancienne version, enfin c'est l'actuelle version de la page d'embarquement. Comme on dit, on est en train de changer tout ça pour que ça soit plus facile pour les utilisateurs de rentrer. Donc on a une carte interactive, des tableaux de bord et puis bilan téléchargeable, ce qui vous permet de télécharger un document qui va reprendre tous les éléments qui sont dans Sparte, dans un document qui n'est pas un PDF, qui est un document type Word, donc vous pouvez le modifier, évidemment rajouter du qualitatif, rajouter du contexte local dedans, ou même simplement extraire des graphiques, des tableaux ou autres pour le mettre dans des documents qui sont les vôtres.
Voilà, donc on a une cartographie interactive. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en bas à gauche, ça marche, rien qu'en se promenant sur la carte, une artificialisation des communes du territoire. Donc là, on a recalculé à partir de l'OCSGE l'artificialisation des communes. Donc on a d'abord calculé les zones artificialisées, hein, que vous voyez en haut à droite. Et puis, on fait des sommes à la commune et une analyse thématique à la volée sur le territoire demandé. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez les petites zones en rouge dont Pascal vous parlait tout à l'heure, qui sont les zones artificialisées entre 2016 et 2019. L'intérêt de l'OCSGE dans ces cas-là, c'est qu'en se promenant simplement avec la souris sur la carte, on va voir que, par exemple, là où je suis, c'était des formations herbacées à usage agricole en 2016. Aujourd'hui, c'est des formations herbacées à usage tertiaire en 2019. Mais on ne voit pas bien parce que ce n'est pas trop zoomé, mais en fait, il y a plusieurs objets les uns à côté des autres dans cette patate rouge. Et celui qui est à côté de celui qui est décrit là, c'est des formations herbacées agricoles qui sont devenues des zones à matériaux minéraux à usage routier. Et au milieu, on a des zones bâties. Donc on voit vraiment l'évolution du territoire en artificialisation et en renaturation. On a les mêmes choses en vert à d'autres endroits du territoire, rien qu'en se promenant avec la souris sur la carte. On a évidemment tout un tas, je vais me dépêcher, tout un tas de graphiques et de tableaux. En particulier ce tableau qui nous avait été demandé par les utilisateurs, qui montre l'évolution du territoire en couverture, mais on a la même chose aussi pour l'usage. Hein. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on avait 13,92 hectares de zones à matériaux minéraux en 2016, qui sont devenus des zones bâties en 2019. Donc vous voyez, on a une lecture à la fois fine par la carte et à la fois globale par ces tableaux-là, et puis par des donuts et des barres qui vous permettent de voir l'évolution de tout ça. On a aussi évidemment une analyse de l'artificialisation. Hein, donc, on a l'artificialisation nette par communauté de communes, puisque là, j'avais demandé un diagnostic au département. Mais on peut changer la maille d'analyse pour descendre à la commune, par exemple. On est en train d'intégrer les périmètres de SCOT et de PNR aussi. Donc voilà, vous avez plein d'informations. Je vous laisserai regarder dans le détail. Hein, je ne vais pas tout vous décrire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la définition actuelle, on a 55 ou 56% de mémoire de l'artificialisation en 2019 qui est due aux formations herbacées. Et on a aussi presque 50% qui est dû au résidentiel. Voilà, donc spart.beta.gouv.fr, hein, c'est disponible en version bêta aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié de le dire parce que ce matin, le directeur de la DINU me parlait de la fabrique numérique. Bien, Spart est une des startups de la fabrique numérique, donc saison 4. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte législatif mouvant. Je ne développerai pas forcément énormément ce point-là, lié notamment au décret d'application de la loi. Aujourd'hui, ces décrets, suite aux annonces ministérielles que nous avons eues en fin de semaine dernière, on sait que les décrets d'application de la loi climat et résilience vont être retouchés, notamment sur la nomenclature qui définit les espaces artificialisés et non artificialisés. Donc, une partie des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui risquent d'être déjà obsolètes, sachant qu'ils ont été produits il y a 15 jours. Donc, quelques petites difficultés de ce point de vue-là. Je ne vais pas redire ce qui a été dit précédemment. Pour autant, dans les documents de planification que sont les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou communaux, le législateur attend un suivi de la consommation d'espace sur les 10 dernières années avant l'arrêt du document. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il faut prendre en considération les différentes temporalités qui ont été posées par la loi, à savoir une observation sur la période 2011-2021 de la consommation d'espace passé pour diminuer de 50% à l'échelle nationale et régionale et ensuite avoir une territorialisation différenciée en fonction des territoires de cette consommation d'espace qui sera un premier élément dans l'atteinte du zéro artificialisation nette à horizon 2050 et sur la période 2021-2031, l'observation de l'artificialisation des sols passés, donc à partir de 2031, comme le soulignait Pascal, quand nous aurons une couverture de 10 ans avec l'OCSGE pour observer l'artificialisation, on pourra ensuite tracer ces trajectoires. À cela se rajoutent les dates propres à chacun des documents. Et tout ça vient s'imbriquer. Donc assez complexe, malgré tout, même quand on arrive en bout de chaîne. Voilà, juste les deux petites animations pour montrer qu'on a cette première étape et ensuite on bascule sur un autre indicateur, à savoir l'artificialisation, sachant que la consommation des nappes sera poursuivie également après 2031.
Concernant l'OCSGE, c'est un choix qui a été opéré par l'agence de Toulouse en termes d'acquisition et de production ensuite dans le cadre des documents de planification. Pourquoi ? L'ex-région Midi-Pyrénées en 2013 a été identifiée comme région pilote pour développer l'OCSGE. À partir de là, et vu les années passant, on a pressenti, et je dirais tout ce qui a été présenté précédemment allait dans ce sens, que l'OCSGE serait un outil de référence pour suivre l'artificialisation. Donc sur tous nos territoires d'intervention, en 2020, notre direction a fait le choix d'acquérir plusieurs millésimes pour pouvoir observer cette consommation d'espace et ensuite l'artificialisation des sols dans le cadre de ces documents de planification. Donc le territoire historique de l'agence, c'est je dirais la métropole toulousaine et le SCOT de la grande agglomération toulousaine, où nous avons à ce jour 4 millésimes de l'OCSGE pour identifier les évolutions donc, de consommation d'espace et d'artificialisation sur ce territoire. Et ensuite, vous avez tous les autres territoires d'intervention de l'agence qui apparaissent, la vallée de l'Ariège, donc où on fait un SCOT et un PLUI, la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, où nous faisons le SCOT et nous allons enclencher l'année prochaine un PLUI également. Le SCOT de Gascogne, donc, qui concerne la grande majorité du département du Gers, sur lequel nous avons utilisé l'OCSGE, mais nous n'avions qu'un millésime à l'époque pour faire un portrait territoire, j'y viendrai par la suite. Et enfin sur l'ACA de Gaillac-Groyer, également donc, le suivi de ces deux éléments sur le SCOT et sur le PLUI. À savoir que la région Occitanie est aujourd'hui couverte dans sa globalité par un millésime 2013 sur l'ex-Midi-Pyrénées et 2015 sur Languedoc-Roussillon par l'OCSGE. Donc une donnée qui est homogène et qui nous permet de travailler sereinement, entre guillemets, sur nos différents documents de planification. Alors là, je vais vous donner les différentes applications que l'on fait de l'OCSGE, sachant que cet outil ne sert pas uniquement à mesurer l'artificialisation telle que ça a été présenté. On l'utilise pour énormément de choses et nous le développons encore aujourd'hui sur d'autres outils pour d'autres repérages. Le premier, c'est le portrait territoire en matière d'occupation du sol et d'artificialisation. Vous avez sur la carte de gauche la mise en application du décret de la nomenclature d'espace artificialisé, espace non artificialisé. Cette nomenclature est en 8 postes de légende à ce jour. Nous, dans nos différents documents, on segmente certains items pour faire ressortir certains marqueurs du territoire. Je pense notamment, et on le voit sur la carte en bas à droite, aux espaces forestiers qui sont normalement noyés avec les espaces de culture. Et quand vous présentez cela à des élus, ils vous disent « mais on a des espaces boisés relativement importants sur nos territoires, on a des rivières et des fleuves qui passent au sein de nos espaces, ils ne ressortent pas avec cette nomenclature. » Donc, comme c'est une nomenclature par emboîtement, on arrive à mettre en exergue certains éléments, et c'est ce que l'on fait ressortir donc sur la carte que vous avez en bas à droite. Et les élus s'y retrouvent et acceptent, entre guillemets, l'outil et comprennent pourquoi, effectivement, on arrive à cela. Là, nous sommes sur la lecture, et on l'a vu tout à l'heure, des espaces artificialisés et non artificialisés. En comparant sur 2 millésimes, on arrive à observer, Philippe l'a démontré tout à l'heure, les espaces qui ont été artificialisés au cours des 10 dernières années. Ensuite, on bascule sur la consommation d'espace, qui est une autre définition, mais je ne rentrerai pas plus dans le détail. Donc, obligation légale, je l'ai indiqué. Le repérage, alors je ne sais pas si ça sort bien au niveau de la cartographie. Oui, toutes les petites pastilles rouges repèrent sur le pas de temps de 10 ans donc, tous les espaces qui ont été consommés sur des espaces agro-naturels à des fins d'urbanisation. Et vous avez dans le petit encart avec l'orthophoto les espaces pour qu'on puisse démontrer aux élus qu'effectivement c'était bien des espaces agro-naturels 10 ans auparavant et qu'aujourd'hui c'est support d'urbanisation ou d'équipement ou d'infrastructure. Avec un petit graphique que Boris a repris, mais sur un autre territoire, je l'en remercie. Voilà, pour indiquer les flux que l'on peut observer donc, sur un territoire donné entre ce qui a été urbanisé et, par contre, ce qui a été renaturé. Une voirie qui est déconstruite, cet espace est ramené vers des espaces agricoles. La voirie a été déportée de quelques mètres ou quelques centaines de mètres. De fait, effectivement, on a bien un flux, une artificialisation d'un côté et une renaturation de l'autre. Ici, on descend une échelle de PLU, 1 minute 30, s'il vous plaît.
Donc à l'échelle de PLU, où l'OCGE nous permet d'identifier les espaces bâtis et urbanisés, dans lesquels nous allons repérer donc, les espaces de densification, dents creuses, espaces d'intensification urbaine, donc terrains déjà bâtis sur lesquels qui pourraient être support d'autres bâtiments, croisés avec la consommation d'espace. Et donc nous allons en commune voir les élus avec l'ensemble de ces éléments-là. On y rajoute la vacance, on y rajoute les dernières constructions pour que les élus aient vraiment une connaissance fine de ce qu'est leur territoire en termes d'urbanisation et de consommation d'espace, mais également d'artificialisation. Autre point lié à l'outil OCGE, d'une part parce que c'est un outil unique avec des spécifications propres et homogènes sur l'ensemble d'un territoire. Là, nous sommes sur le département, sur le SCOT de Gascogne et le département du Gers. L'identification de potentialités écologiques, donc pour qualifier les trames vertes et bleues. À partir d'indices de compacité, de naturalité, on arrive à créer ce type de carte. Ce qui était très intéressant, c'est que croiser ces informations avec les terrains que nous avons identifiés dans les espaces bâtis et urbanisés, on arrive à démontrer aux élus que sur certaines parties du territoire, les terrains qui sont vierges aujourd'hui de toute construction ont une certaine qualité environnementale. Alors je le dis, on va le mettre entre guillemets, et c'est un terme générique, par rapport à la qualité des sols, par rapport à une certaine biodiversité présente sur le territoire, et que ces terrains méritent peut-être d'être préservés et non pas construits à terme. Donc, ça permet d'enclencher des débats avec les élus et de prioriser surtout les interventions futures en termes de consommation et de réalisation de bâtis. Dernier point, nous sommes là ici sur une traduction de zonage de PLU où on repère tous les espaces qui sont considérés comme étant des espaces NAF, donc naturels, agricoles et forestiers, et ça permet à terme de planifier et d'avoir une idée de ce que sera la consommation de ces espaces au regard des zonages de PLU. Merci. Je voudrais proposer à la salle de poser des questions, si elle le souhaite. Oui, bonjour, Jean-Yves Châtelier, Ineris. Moi, j'ai l'impression que dans les deux tables rondes de ce matin, il y avait un mot-clé qui revenait, c'était nomenclature, vocabulaire, définition, etc. Et est-ce que finalement, il y a des travaux qui sont envisagés sur ce point d'une manière générale sur l'environnement, je pense toujours à des thésaurus type GEMET, etc., qui sont peut-être, qui datent, mais voilà, qui permettraient aussi de structurer nos données, de partager ensemble des définitions, des vocabulaires communs. Voilà, c'est une question un peu ouverte, mais peut-être pour la question de l'artificialisation des sols en particulier. Une question essentielle quand on traite de données massives. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient apporter des éléments d'éclairage ? Alors, je vais répondre je laisserai la parole à Pascal après, mais concernant l'occupation du sol à grande échelle et la production qu'on fait à l'hygiène, c'est quelque chose qui est un socle homogène France entière, et le vocabulaire est homogène France entière. C'est-à-dire que là-dessus, on va s'entendre sur quel type d'usage, quel type de couverture pour toute la France et Drôme comprise. Donc nous, on a un référentiel national là-dessus qui a été construit avec les utilisateurs depuis 2014 et qui peut évoluer sur certaines nomenclatures en fonction de la réglementation, dans la limite du possible technique, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est quelque chose qui a été co-construit, qui est aujourd'hui partagé France entière sur un socle qui est homogène de notre côté. Ouais, je peux peut-être compléter la réponse de Boris. En fait, sur le cas particulier de l'artificialisation des sols, donc il faut bien distinguer les deux sujets qui sont qui sont liés, mais assez quand même différents. On a un objet d'une part assez politique, qui est la définition de l'artificialisation des sols. Et donc là, qui va se régler au niveau politique avec toute la concertation qu'il faut. Et puis, on a déjà une loi climat et résilience qui a établi, on va dire, un socle au niveau de la définition qui reste à préciser dans un décret. Donc, on a un décret qui est paru le 29 avril 2022, mais qui va être revisité, comme l'a annoncé la Première ministre la semaine dernière en clôture du Salon des maires. Donc, on a cet objet politique avec
avec définition, enfin cet objet artificialisation avec un volet définition politique. Et puis, pour la mesure, en fait, la mesure de cette artificialisation, on a besoin de bases de données d'occupation et usage des sols, donc notamment l'OCSGE, qui, elle, s'appuie sur un standard du CNIJ. Donc, Boris l'a dit, ça a été discuté en 2014. Donc, on a une structure sur laquelle s'appuyer pour produire des données. Voilà, donc, mais il faut bien distinguer les deux, bases de données d'occupation et usage des sols, qui permettent de mesurer, et d'autre part, objet un peu plus politique, définition de l'artificialisation. D'autres compléments ? Alors pour compléter le complément de Pascal, le mot qu'on n'utilise pas assez souvent sur l'OCSGE qui est en cours de production, c'est socle. Et Pascal l'a utilisé, donc très bien. Par exemple, si vous regardez la définition et la nomenclature du socle, il n'y a pas les vignes et les vergers. Il y a des espaces arborés, mais il n'y a pas les vignes et les vergers. Bon, moi, je suis girondin. Vous imaginez bien que la viticulture est un sujet en Gironde. 50% de la surface agricole utilisée, je n'ai pas utilisé le sigle exprès, c'est de la vigne pour 80% du chiffre d'affaires de l'agriculture. Donc, c'est évidemment un sujet dont il faut qu'on s'occupe. Donc, fatalement, le socle de l'OCSGE va être complété, décliné. Avec la vigne, avec la viticulture, donc les objets arborés vont être déclinés en viticulture ou pas. Et puis on a les oliveraies en PACA ou je ne sais quoi, il y a des spécificités, mais l'OCSGE, le socle de l'OCSGE permet ça, justement, de descendre en dessous dans la nomenclature, en nomenclature emboîtée, comme le disait Boris pendant sa présentation, pour aller vers des spécificités locales. Tant qu'à y être. Et ce sont des travaux que nous effectuons. Alors, pas pour la vigne, bien que nous sommes aussi concernés, mais pour d'autres cépages et d'autres vignobles. Pour autant, aujourd'hui, quand on identifie le type d'espace avec l'OCSGE, on a besoin d'aller plus finement sur certains types ou certaines vocations d'espace, sur des zones d'activité, sur les zones commerciales. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des secteurs qui sont fortement consommateurs d'espace. Et on a des données en propre à l'agence que l'on a pu intégrer à l'OCSGE, justement pour bien cerner ces différentes catégories, ces différents secteurs sur l'agglomération toulousaine et sur l'ensemble des espaces que j'évoquais précédemment. Voilà. Effectivement, dans le traitement de la donnée, on sait que le fait de bénéficier de standards, de bénéficier de nomenclature, de pouvoir créer donc de la donnée socle qui soit homogène sur l'ensemble du territoire, fine, interopérable, modifiable à plusieurs échelles, va énormément faciliter l'usage de cette donnée, va faciliter aussi très basiquement la montée en compétences rapide des collègues, des personnes qui vont travailler sur cette donnée, puisque les formations pourront être massifiées, etc. Donc le fait de bénéficier de standards, c'est extrêmement important à toutes les échelles de l'usage de la donnée. C'est le moment de faire de la publicité pour le CNIJ. Donc le CNIJ, c'est le Conseil national de l'information géolocalisée, dont le secrétaire général me montre à quel point il est content que je fasse de la pub pour son instance, là, dans la salle. Donc c'est un conseil national qui rassemble tous les acteurs qui s'intéressent à la donnée géolocalisée. Donc c'est cette donnée qui a des caractéristiques numériques qui permettent de la localiser sur le territoire, localiser une mare, localiser un poteau télégraphique, etc. Et le CNIJ produit en particulier des standards et a produit assez tôt le standard de l'OCSGE qui permet donc de déployer un outil qui est sur un référentiel commun et qui donc va pouvoir être plus facilement homogène et interopérable. Et puis vont s'adapter les occupations du territoire, les modes d'occupation des sols qui sont plus anciens et qui vont rentrer dans le nouveau référentiel. On a le temps pour une question supplémentaire, sinon j'en ai une. Oui, il y en a une là-haut. Bonjour, Manon Crouzet de l'Ecolab. Moi, j'ai une question aussi à propos des définitions, puisque vous avez parlé d'artificialisation des sols, puis de consommation des sols. Puis vous avez dit, on ne va pas détailler. Sauf que, au final, surtout, moi, je suis curieuse au sujet de la consommation des sols. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelle est la différence ?
tourner vers moi. Alors, très bien. Exercice périlleux. Mais je vais essayer de ne pas trop m'échapper et répondre à la question. Je commencerai juste en disant que la consommation d'espace, donc espace naturel, agricole et forestier, tel que c'est défini aujourd'hui dans le Code de l'urbanisme, entre guillemets, ce n'est pas codifié. En disant ça, je réponds à votre question. Pour autant, ce sont des pratiques qui ont cours depuis une vingtaine d'années, voire plus, et je renverrai à cela à la loi SRU, puisque tout document d'urbanisme doit observer la consommation d'espace sur une période passée. Et je dirais que la frénésie législative depuis 2000 et au-delà 2010 et la loi ENE a fait que tous ces éléments-là sont venus s'enrichir d'une loi l'une après l'autre, voilà, pour pouvoir aller vers plus de précision. Pour autant, j'insiste, ce n'est pas codifié à ce jour. Une doctrine devrait sortir pour pouvoir clarifier un peu les choses. La différence entre les deux, l'artificialisation va prendre l'ensemble des bâtis qui sont réalisés sur un secteur donné. Alors, là, par contre, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je vais juste vous donner un élément. La consommation d'espace ne prendra pas en compte les bâtiments agricoles pour la simple et bonne raison, c'est que leur vocation est une vocation agricole et est liée à l'activité qui est développée sur un territoire. L'artificialisation les prendra en considération parce qu'effectivement, ils vont avoir un impact sur le sol, tel que Pascal a pu l'évoquer tout à l'heure. C'est un exemple. La question des panneaux photovoltaïques et des champs photovoltaïques que l'on va implanter sur les territoires auront ou pas un impact s'ils viennent à jouer sur la réversibilité à terme vers des espaces agro-naturels, bon, ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses. Aujourd'hui, j'ai employé le terme de mouvant. Ça reste encore à clarifier. C'est un peu la difficulté quand on fait des documents d'urbanisme à l'instant T, parce que derrière, il faut que ça soit assez clair. Et Philippe l'a très bien dit, il faut éviter aujourd'hui de faire des documents d'urbanisme qui partent directement au contentieux. Donc, il faut que le cadre soit relativement clair et opérant pour pouvoir réaliser ces documents. Je n'irai pas plus loin parce que sinon après je vais m'embourber. Je peux peut-être apporter un éclairage complémentaire à ce que vient de dire Olivier en schématisant à outrance les deux phénomènes. L'artificialisation, c'est la préservation des sols. Donc on est dans une vision vraiment de préservation des sols. Alors que la consommation d'espace, donc plus une vision couverture des sols. Qu'est-ce qu'on trouve à la surface des sols? Est-ce que c'est du revêtu? Est-ce que c'est du bâti, etc. Donc on a cette ambition-là de préserver les sols. Alors que sur la consommation d'espace, on est plus sur une vision usage des sols. À quoi servent les sols? Et c'est sur cette vision usage que repose plus la... On est plus dans une gestion économe de l'espace, voilà, issue de la loi SRU, comme l'a dit Olivier, voilà, plus dans une gestion économe, et c'est un petit peu plus englobant, moins précis certainement que l'artificialisation. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette table ronde et je remercie beaucoup les orateurs d'avoir présenté aussi clairement leurs différents travaux et puis d'avoir bien montré le lien entre les aspects les plus techniques et les plus politiques de la donnée dans sa construction comme dans son usage. C'était un éclairage particulièrement intéressant et puis merci de nous permettre de suivre les débats qui ne vont pas manquer d'émerger dans les semaines, les mois et les années qui viennent sur cette politique. On aura tous le réflexe au CSGE maintenant pour comprendre les articles de journaux.